On vous accueille aujourd'hui dans ce webinaire. Bienvenue à tous. On va prendre le temps de vous accueillir et d'attendre les retardataires aussi. Voilà. Donc vous êtes nombreux à vous connecter ce matin. Bonjour. Donc Santé au travail 68 vous souhaite la bienvenue pour cette série de webinaires de la prévention qu'on propose tout au long de l'année aux entreprises, aux employeurs, aux salariés, voilà, pour faire la lumière sur des sujets stratégiques de prévention en entreprise. Bonjour à tous. Voilà. Il est 11 heures. Je vous propose qu'on attende juste encore une petite minute, voilà, que tout le monde nous rejoigne tranquillement. Alors, l'idée, c'est qu'on va vous proposer ce webinaire d'une durée de 45 minutes au total. Ce sera une demi-heure de présentation, euh, une demi-heure de présentation avec un support, et après on aura un quart d'heure pour échanger entre nous, répondre à vos questions, voilà. Alors sachez qu'on ne vous voit pas et qu'on ne vous entend pas puisqu'on est dans une configuration de webinaire. En revanche, si vous voulez échanger avec nous ou si vous voulez poser des questions, vous avez alors en bas de votre écran un outil de chat, donc là qui est visible de tous, c'est-à-dire que tout ce que vous noterez sur ce chat, tout le monde pourra le voir et interagir. En revanche, si vous souhaitez nous poser des questions de manière plus confidentielle, vous pouvez utiliser l'outil Q&R en bas. Voilà, où là du coup il y a que nous, les présentateurs, qui verront votre question. Voilà, donc on espère que vous allez bien, que vous nous voyez bien. Euh, donc, pour ce webinaire des malaises mortels au travail, donc retour sur le travail de l'INRS et les apports de la base épicéa, je serai accompagnée du docteur Céline Gasser, qui est médecin du travail à Santé au travail 68. Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Et à ses côtés, nous aurons le docteur Claire Cam, médecin du travail également à Santé au travail 68. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Alors, l'idée ce matin dans ce webinaire, c'est de vous permettre d'y voir plus clair sur ce thème des malaises mortels au travail, d'y voir plus clair aussi par rapport à la réglementation, ce qu'elle peut dire, et aussi surtout vous donner des clés, des conseils pour évaluer les risques sur vos lieux de travail et de mettre des actions concrètes en place pour limiter au maximum ces risques et également des mesures de prévention adaptées. Alors, je me présente, moi je suis Mélanie Munch, je suis responsable de la communication à santé au travail 68. Je vais coordonner ce webinaire ce matin. Euh, voilà, ça va être un petit peu le fil de notre présentation ce matin sur une définition de qu'est-ce qu'un malaise mortel au travail, de voir quelle a été la méthode d'analyse de l'INRS ainsi que les résultats de l'étude. Et ensuite, on va voir un petit peu au niveau prévention les causes et facteurs de risque, quelles actions de prévention on peut mettre en place et aussi comment les SPSTI, comme Santé au travail 68, peuvent vous accompagner. Avant tout, j'aimerais juste vous dire quelques mots très rapides sur Santé au travail 68 parce que c'est important aussi de savoir qui on est. Alors, vous nous connaissez plus communément sous l'appellation médecine du travail. Donc, nous, on est aujourd'hui, ça s'appelle un service de prévention et de santé au travail interentreprise, SPSTI. Nous sommes une association de droit privé et à but non lucratif. Et on a été créé en 1954. Donc, d'où que vous veniez en France, que vous soyez du Haut-Rhin, mais aussi du Bas-Rhin, des Vosges, n'importe quel département, vous avez un SPSTI dans votre département. Alors, sachez que la réglementation impose à toutes les entreprises d'au moins un salarié d'adhérer à un SPSTI. Donc, nous, on se positionne véritablement comme un partenaire des entreprises et de leurs salariés dans la prévention des risques professionnels, quels qu'ils soient.
Alors, dans le Haut-Rhin, nous suivons environ 125 000 salariés déclarés, ce qui représente 11 000 entreprises, 11 000 adhérents, dont 80% de nos adhérents ont moins de 9 salariés, donc plutôt des petites, moyennes entreprises. Et pour coordonner tout ce travail, que sont les visites médicales que vous connaissez bien, mais qui sont aussi les actions de prévention sur le terrain, nous avons 120 collaborateurs à Santé au Travail 68, donc des médecins du travail, des infirmiers en santé au travail, des assistantes en santé au travail, aussi toute une équipe de préventeurs, des ergonomes, des ingénieurs, des techniciens et un service support, voilà, pour soutenir l'administration de cette structure. Alors, dans le Haut-Rhin, voilà, vous pouvez nous retrouver à différents endroits, à différents secteurs géographiques, sur Colmar, essentiellement sur Mulhouse, sur Altkirch aussi, et des centres annexes à Saint-Amarin, Masevaux ou Sierentz. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour pas prendre trop de retard. Je vais laisser la parole à ma collègue Céline Gasser. Merci Mélanie, bonjour à tous. Et donc effectivement, ce matin, on va aborder un sujet pas forcément très joyeux, mais les malaises mortels et les décès sur le lieu de travail. Parce qu'effectivement, l'INRS a sorti une étude récemment sur l'étude de ces malaises mortels au travail et de comment expliquer leurs causes et mieux les prévenir. Parce que globalement, effectivement, on meurt toujours sur son lieu de travail encore aujourd'hui, en 2025 en France. Notre sujet, on va l'évaluer en trois étapes. Dans un premier temps, on va effectivement se pencher sur les résultats de cette étude de l'INRS qui porte sur une période de 2012-2022. Et puis dans un deuxième temps, ben, on va creuser un petit peu les causes et les facteurs de risque à la fois personnels pour les salariés, mais aussi professionnels. Et dans un troisième temps, ben, on va vraiment développer les solutions de prévention qu'on peut mettre en place pour éviter effectivement d'arriver à ce genre de soucis majeurs. Donc le problème part d'un constat que effectivement en 2021, il y a 645 accidents du travail mortels enregistrés pour les entreprises donc du secteur du régime général de la sécurité sociale en France. Donc ça ne tient pas compte du régime agricole et d'autres régimes. Donc on peut supposer qu'il y a eu plus de décès au travail en France en 2021 et que parmi ces 645 décès, eh bien, plus de la moitié, 365, sont des décès qualifiés de malaise mortel. On verra l'explication juste après. En comparaison, donc s'il y a 645 décès sur le lieu de travail en 2021 en France, il y a eu 930 homicides, 2000, plus de 2900 morts sur la route et globalement, il y a eu 650 000 décès sur toute la France, toutes causes confondues. Donc, pour remettre un petit peu les choses en perspective, par contre, ces chiffres restent constants de nombre de décès au travail, même en légère hausse, puisqu'en 2022, il y a eu 738 décès sur le lieu de travail. Donc, globalement, le constat, c'est qu'on meurt toujours encore au travail en France et que la prévention des malaises mortels est donc vraiment une priorité. Alors, sur les malaises, parmi les accidents de travail mortels, il y a effectivement ces malaises mortels. Alors, qu'est-ce qu'on définit comme malaise mortel? C'est un décès qui survient sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail, mais sans cause externe définie. C'est-à-dire que c'est pas lié à une chute d'un échafaudage, par exemple, à un choc, à l'intoxication à un produit chimique ou à une électrocution. C'est vraiment un malaise qui arrive comme ça, sans forcément une cause vraiment claire. La question de ces malaises est importante parce que on voit que les statistiques ne baissent pas en nombre de décès actuellement en France sur le lieu de travail et qu'elles ont des impacts vraiment majeurs, délétères d'abord pour le salarié en lui-même et sa famille, mais aussi pour les collègues et puis pour l'entreprise. C'est un sujet qui est important et qui est bien de creuser. D'où l'étude, le travail de l'INRS, d'essayer de comprendre les causes de ces malaises. Alors, l'INRS, pour ce faire, pour répondre à cette question de pourquoi est-ce qu'on a encore autant de malaises mortels en France actuellement, avait l'opportunité d'éventuellement prendre la base de données de la sécurité sociale, qui donc engrange toutes les déclarations d'accidents de travail sur l'année en France, mais c'était beaucoup de données, donc plus de 600 000 AT globalement en 2021, mais qui regroupent à la fois l'entorse de cheville au travail comme le malaise mortel. Donc la puissance statistique n'était pas intéressante pour étudier nos cas. Elle s'est donc basée sur une base de données qui existe en France depuis 1988, qui est la base EPICEA,
qui a été créé pour référencer et enregistrer les accidents de travail graves, significatifs ou mortels, et vraiment de les caractériser avec un maximum d'informations, de circonstances pour pouvoir les étudier. Depuis 1988, on a plus de 26 000 accidents de travail mortels ou graves enregistrés dans cette base de données. Et là, depuis 2024, elle enregistre aussi tout ce qui est mort lors des accidents de trajet. Donc, dans la période qui nous intéressera, il n'y aura pas les accidents de trajet. Et donc, pour étudier cette base de données, ils sont basés sur le travail de mémoire d'une interne en médecine du travail, sur une période qui couvrait donc de 2012 à 2022. Et pour bien clarifier ce travail, ils ont étudié plus de 25 variables en trois catégories. À la fois ce qui catégorise les entreprises qui sont exposées ou qui ont été euh, le cadre de ces accidents mortels, la victime et l'accident en lui-même, ses circonstances de survenue, pour voir est-ce qu'il y a des choses qui revenaient régulièrement. Je vais vous donner un exemple de ce que contient cette base de données pour que vous fassiez plus une idée de ce qui a été étudié et du concret de la chose. Donc la base est entièrement anonymisée et donne vraiment des détails de l'accident, du malaise mortel. Donc voilà notre exemple. Donc il s'agit d'un manutentionnaire intérimaire de 44 ans qui effectue une mission pour le compte d'une entreprise de vente de matériel de bureau. Il a été appelé le matin même pour remplacer des 4 travailleurs prévus initialement pour la mission. La mission consiste à décharger et transporter du mobilier de bureau dans des salles de cours d'un collège. Le manutentionnaire est arrivé au collège vers 9h30. Avec ses 3 collègues, il a déchargé un camion équipé d'un haillon élévateur. Des armoires ont été descendues et déposées sur le côté. Les cartons de table et de chaises ont été stockés dans le hall. Vers 10h30, le manutentionnaire a informé ses collègues qu'il ne se sentait pas bien. Il est allé se reposer dans son véhicule un quart d'heure. Une fois le camion déchargé, les 4 travailleurs ont transporté les armoires dans les salles de cours situées au 2e étage, pendant que les autres salariés assemblaient les tables. Les armoires ne rentrant pas dans l'ascenseur, les 4 manutentionnaires les ont montées par les escaliers. Il y avait 2 types d'armoires, 4 d'un poids de 150 kg chacune, 3 d'un poids de 108 kg. Vers 11h30, après avoir monté la 5e ou 6e armoire, le manutentionnaire a signalé à ses collègues qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait besoin à nouveau de prendre l'air. Les 3 autres salariés ont donc poursuivi le transport de l'armoire restante. Mais vers midi, ces derniers s'interrogent car ils n'ont pas vu revenir leurs collègues. Le manutentionnaire est alors retrouvé inanimé sur le sol, à l'extérieur des locaux. Un secouriste prodigue un massage cardiaque. Malheureusement, le travailleur décède peu après l'arrivée des secours. Le suivi individuel de l'état de santé du travailleur auprès de la médecine du travail n'était pas à jour. Voilà à peu près ce que peut contenir la base de données, donc un récit quand même détaillé d'un malaise qui a pu survenir sur le lieu de travail. Et donc, les résultats de cette étude montrent que sur 10 ans, il y a eu près de 2847 accidents de travail graves ou mortels, dont 1403 mortels. Et parmi ces 1403, 143 malaises mortels ont été référenciés. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, ça ne regroupe pas tous les accidents ou malaises mortels de France, c'est simplement sur cette base de données. Globalement, ça fait une moyenne de 4 à 18 malaises mortels par an en France. Par rapport à la variable entreprise, donc pour catégoriser les entreprises dans lesquelles ça arrive plus souvent, on se rend compte que dans la majorité des cas, près de 90%, c'était des entreprises de petite à moyenne taille, donc de moins de 250 salariés. Les activités principalement retrouvées parmi les travailleurs décédés, c'est des activités de services administratifs ou de soutien pour 19%, dont 12% d'intérim, l'industrie manufacturière, la construction, les transports et l'entreposage. La victime, donc le salarié victime de son malaise mortel, on peut entre guillemets en faire un portrait robot. Il s'agit à 93% d'hommes d'un âge médian de 51 ans. Le plus jeune avait 24 ans, le plus âgé 71 ans, mais globalement, on se rend compte que 80% des personnes concernées étaient entre une tranche d'âge entre 40 et 59 ans. Parmi les professions les plus représentées, on retrouve à près de 20% des conducteurs poids lourds et de camions, les métiers du bâtiment à 5,6% et les électriciens du bâtiment. Dans la majorité des cas, les salariés concernés étaient en CDI, 12% seulement étaient intérimaires et le travail posté concernait environ 20% des cas. Par rapport au malaise en lui-même, on se rend compte il apparaît la plupart du temps dans une activité habituelle du salarié, mais par contre, c'est souvent, dans 3 cas sur 4, une activité qu'il exerce à ce moment-là seul ou un travailleur isolé.
Il y a une plus grosse proportion d'accidents de malaises mortels qui arrivent en début de matinée. Et souvent, comme dans notre exemple, le salarié, quelques minutes avant, décrit des signes, s'en plaint avant le malaise mortel. Et, et effectivement, comme dans notre exemple, dans 83% des cas, le décès a lieu sur le lieu de travail. C'est-à-dire que la personne ne peut pas être réanimée et ne peut pas être transférée vers un hôpital. Il décède sur son lieu de travail. Par rapport aux activités qu'exerçait la personne au moment de son accident, on se rend compte que dans 16% des cas, c'est durant une pause. Alors ça peut paraître euh, contradictoire, pourtant effectivement, comme dans notre exemple, souvent les victimes présentent des signes avant-coureurs du malaise, et donc ben, son supérieur ou ses collègues ont la bonne idée d'effectivement de lui dire de se reposer, et donc du coup le malaise intervient au décours d'une pause. Par contre, le malaise, on se rend compte dans 10% des cas, arrive aussi lorsqu'il y a une conduite ou une utilisation d'un véhicule. Donc, quand on voit qu'effectivement, une des professions bien représentées, c'est les chauffeurs et les conducteurs poids lourds, on peut se dire qu'effectivement, il y a un risque pour le conducteur en lui-même lorsqu'il fait son malaise mortel, mais également pour les autres usagers de la route, qui risque de créer un suraccident si le camion, effectivement, fait une sortie de route. Et dans un dernier temps, on voit que 12% des cas, c'est d'un déplacement à pied que l'accident mortel peut avoir lieu. Globalement, en partant de ce constat, l'INRS évoque le fait qu'effectivement ces malaises mortels dans nos sociétés actuelles peuvent être assimilés à des morts subites. Et médicalement, la mort subite en France actuellement, ses principales causes sont cardiovasculaires, avec trois grands types de causes. La première, eh bien, c'est la maladie coronaire. Donc, les coronaires, c'est les petites artères qui irriguent le muscle cardiaque. Et dans 80% des cas, c'est l'infarctus du myocarde, hein, donc la douleur dans la poitrine qui donne lieu à un arrêt cardiaque, l'artère coronaire qui se bouche. Euh, une des deuxièmes causes qui est plus chronique, c'est la cardiomyopathie. Donc ça, c'est plus une usure du muscle cardiaque, une usure de la pompe, une usure qui peut être due à beaucoup de facteurs, l'hypertension, le tabagisme, mais ça on verra plus tard. La cardiomyopathie, elle passe pas forcément inaperçue. C'est des gens qui vont avoir un essoufflement, des jambes qui enflent, une prise de poids rapide, une fatigue chronique. Il y a des signes plus ou moins avant-coureurs de ces cardiomyopathies. Et une des troisièmes causes de mort subite, c'est effectivement les troubles du rythme cardiaque ou de la conduction cardiaque. Là, c'est plutôt un défaut du réseau électrique au niveau cardiaque qui peut plus arriver de façon euh, non prévisible euh, chez un travailleur. Donc, globalement, on se rend compte qu'effectivement, les trois principales causes de mort subite en France et donc de malaise mortel sur son lieu de travail, c'est quand même des causes cardiovasculaires. Et ces causes cardiovasculaires, eh bien, elles sont influencées dans nos sociétés actuelles par des facteurs de risque à la fois personnels et professionnels. Et les facteurs de risque qui prédisposent à faire des maladies cardiovasculaires, dont l'infarctus du myocarde, c'est à l'heure actuelle le tabagisme, qui va effectivement boucher les artères, en partie les artères coronaires. L'hypercholestérolémie, à la fois à éventuellement des soucis familiaux ou de régime, et qui vont également boucher les artères à moyen ou long terme. L'hypertension artérielle, hein, qui est un facteur de risque à la fois d'un infarctus du myocarde, mais aussi de cardiomyopathie, et d'autres facteurs comme le diabète ou l'obésité quand ils ne sont pas traités. Dans notre environnement actuel de pays développés, il y a également la pollution qui peut rentrer en ligne de compte. Par contre, il y a aussi des facteurs qui peuvent diminuer le risque cardiovasculaire, comme le fait de manger des fruits et des légumes régulièrement ou d'avoir une activité physique adaptée régulière. Ça, c'est plutôt protecteur. Voilà, sur le diagramme, là, on détaille un petit peu plus qu'effectivement, les facteurs de risque cardiovasculaire, ben, on reprend effectivement le tabagisme, l'hypertension artérielle. C'est pour ça que lors des visites chez le médecin du travail ou chez votre généraliste, on va prendre régulièrement la tension pour pouvoir dépister ce genre de soucis. Entre en ligne de compte aussi la qualité du sommeil, dont l'apnée, de syndrome d'apnée du sommeil, qui vont avoir des conséquences sur tout le circuit cardiovasculaire et augmenter notre risque par une augmentation de l'hypertension et du risque d'infarctus. Le stress joue un rôle aussi dans ces risques cardiovasculaires,
la consommation excessive d'alcool, quand elle dépasse 10 doses d'alcool par semaine, l'activité physique, mais plus dans le sens quand elle est disproportionnée ou trop intense. On pense là par exemple à notre travailleur dans notre exemple qui va porter une armoire de plus de 150 kilos. Il est intérimaire, peut-être que ses missions précédentes n'étaient pas aussi lourdes physiquement et qu'il n'y était pas préparé. Les problèmes de rythme cardiaque, là, qui sont plus des maladies héréditaires ou des maladies euh, acquises, le cholestérol, bien sûr, le diabète et le surpoids peuvent influencer ces facteurs de risque. Par contre, ces facteurs de risque qui sont plus personnels aux salariés sont concomitants à des facteurs de risque professionnels et souvent ça se recoupe. Au travail, et il y a des choses qui peuvent augmenter notre risque de maladie cardiovasculaire et donc, par extension, nos risques de malaise mortel au travail. On peut noter dans un contexte de stress, tout ce qui est risques psychosociaux. Il y a de nombreuses études qui montrent que ça augmente le risque cardiovasculaire, le risque d'hypertension. Les horaires atypiques, le travail de nuit. Alors pourquoi le travail de nuit? Parce que notre cerveau a besoin de la lumière du soleil pour générer ses hormones et que le fait de travailler de nuit et de dormir la journée va modifier ce circuit-là, créer du stress à travers le circuit du cortisol et donc augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires. Euh, Pareillement, le fait de surcharge de travail, de travailler trop d'heures par semaine, est connu pour augmenter le risque cardiovasculaire quand on dépasse 40-50 heures. C'est quelque chose qui est très connu dans le monde, surtout au Japon. On pense par exemple au syndrome de Karoshi, c'est-à-dire c'est des salariés, souvent des emplois de bureau au Japon, qu'on retrouve le matin décédés à leur lieu de travail. Souvent, ils enchaînent 50, 60 heures de travail et ils vont faire un AVC ou un infarctus sur leur lieu de travail. C'est quelque chose d'assez connu, surtout chez les Japonais. Parallèlement, le fait d'être aussi beaucoup sédentaire, c'est-à-dire beaucoup sur travail sur écran, travail assis, fait qu'on bouge moins et que du coup, on a plus un surrisque de faire de l'hypertension, du diabète, de prendre du poids. Les conditions de travail extrêmes, dans le froid ou dans la chaleur extrême, prédisposent aussi à faire des problèmes d'infarctus du myocarde ou des maladies cardiovasculaires. On pense à l'ouvrier qui travaille par exemple par temps de canicule, d'où le fait de souvent proposer des horaires décalés en été. Au travail, le bruit peut également être un facteur de risque. Il est connu pour faire augmenter l'hypertension artérielle. Le fait de travailler régulièrement dans le bruit augmente donc l'hypertension. D'autres facteurs de risque professionnels plus particuliers, comme le rayonnement ionisant ou le risque chimique, peuvent augmenter nos risques cardiovasculaires. Mais globalement, c'est aussi cette polyexposition à de nombreux facteurs. Le fait de travailler de nuit dans des conditions extrêmes ou avec du bruit va augmenter petit à petit nos facteurs de risque, surajouter avec des facteurs personnels, un tabagisme ou un surpoids, et va faire pour un salarié que son risque cardiovasculaire va augmenter et donc du coup prédisposer plus ou moins à faire ce genre de malaise mortel. Alors, nous arrivons à la troisième partie, effectivement, de la présentation. C'est, voilà, vu le constat qu'on en a fait, l'étude de l'INRS et puis des causes de mort subite, c'est comment est-ce qu'on peut prévenir ces malaises pour ne plus arriver à ça et à faire baisser ce nombre de décès. Et bien, on va relever quatre axes. Le premier, bah, c'est d'améliorer la prévention des risques professionnels. On a vu, ils sont quand même nombreux. Eh ben, c'est des petites choses. Ça peut être, par exemple, on a vu qu'il y a eu des cas de chauffeurs poids lourds, par exemple, qui vont commencer à 4 heures du matin chargés et à commencer leur tournée. Se poser la question, est-ce qu'il y a une nécessité absolue à commencer à 4 heures en nuit profonde? Est-ce qu'on pourrait pas décaler ses horaires, par exemple, à 6 heures du matin et rentrer plus dans un rythme normal pour lui et donc de diminuer son risque d'horaire décalé? Diminuer aussi, par exemple en entreprise, l'exposition au bruit en portant les EPI, en coffrant une machine pour éviter qu'il y ait trop d'exposition au bruit. Voilà, c'est des petites choses. Dans le tertiaire, par exemple, quelqu'un qui est beaucoup sédentaire, c'est d'augmenter le fait de marcher, de mettre des bureaux assis debout pour éviter d'être tout le temps assis et donc de majorer la sédentarité. Donc, améliorer vraiment ces risques professionnels. Et là, on verra plus tard qu'effectivement, on est aussi là pour vous conseiller sur comment les évaluer et les améliorer. C'est ma collègue vous en parlera d'ici quelques minutes. Dans un deuxième axe, c'est aussi d'améliorer l'organisation des secours au moment d'un malaise.
c'est d'apprendre à reconnaître déjà des signes de gravité. On a vu là dans notre exemple que le salarié s'est plaint une première fois, puis une seconde fois. À aucun moment, ses collègues vont lui poser la question de ce qu'il ressent, euh, l'interroger. C'est vrai que là, ça aurait été un moyen de déjà de mettre le doigt sur quelque chose d'important et peut-être d'appeler les secours avant qu'il fasse son malaise. Et on l'a vu, trois quarts des 3 sur 4 cas se passent seuls. Dans notre exemple également, la victime est isolée au moment de son malaise. Donc, un conseil tout simple, de ne pas laisser la personne s'isoler pour pouvoir effectivement être là au moment où elle se sent mal, où elle fait son malaise. Parce qu'une fois isolée, effectivement, les secours sont plus compliqués à mettre en place. Et troisième point, c'est effectivement d'améliorer la formation des gens aux gestes de premier secours. On l'a vu là sur notre exemple, il y avait un salarié formé au premier secours, c'est pas forcément le cas partout. Plus il y a de gens formés, plus il y a de chances de récupérer quelqu'un qui fait un arrêt cardiovasculaire. On sait par exemple que le fait de lancer le massage cardiaque et d'avoir accès à un défibrillateur, dans les 2 minutes qui suivent le, le malaise grave augmente de 80% le taux de survie. Donc c'est pour ça que les défibrillateurs sont de plus en plus déployés sur le domaine public, mais aussi dans les entreprises. C'est de pouvoir lancer l'alerte et commencer la réanimation le plus tôt possible. Donc ça, c'est vraiment l'organisation des secours qui peut être améliorée en entreprise. À moyen terme, c'est aussi, on l'a vu, puisqu'il y a de nombreux facteurs de risque personnel et professionnel, c'est d'assurer un suivi individuel plus important de l'état de santé du travailleur. Et c'est là la mission des services de santé au travail. C'est pour éviter, effectivement, pour limiter ces facteurs de risque, évaluer les gens, se rendre compte, par exemple, on prend l'exemple d'un cardiomyopathe qui a déjà de l'insuffisance cardiaque, les jambes qui ont gonflent, de la grosse fatigue, de lui dire, ben voilà, on ne pas les mettre sur des postes à risque, de les envoyer se faire traiter par leur cardiologue, etc. D'où le dépistage régulier en médecine du travail de l'hypertension, du poids, pour conseiller les gens et prendre en charge ces facteurs de risque en amont pour pas qu'on arrive à l'infarctus. Et enfin, dans un quatrième temps, et là c'est plus post-accident mortel, c'est un accompagnement des entreprises et des co-salariés qui souvent sont, comme dans notre exemple, témoins de l'accident mortel, de les prendre en charge. Là, les services de travail, de santé au travail ont aussi une fonction. C'est d'accueillir les salariés en souffrance et puis de les orienter vers un psychologue, mais aussi de mener entre guillemets l'enquête, c'est-à-dire de savoir ce qui a fait le lit de cet accident mortel et comment l'éviter le plus possible dans le futur. Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue qui va un peu plus vous détailler nos missions. Merci Céline. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre service de santé est là pour vous accompagner. La première évaluation, c'est vous aider à évaluer les risques. Le DURP, pour nos entreprises qu'on suit régulièrement, vous savez que c'est quelque chose où on insiste parce qu'on ne peut pas prévenir les risques tant qu'on ne les a pas évalués. Et une fois qu'on a fait cette évaluation, il faut faire un plan de prévention. J'ai une des personnes qui suit le webinaire qui posait la question du bruit, par exemple. Oui, bien entendu, le bruit 85 décibels sur un chantier, ça va impliquer de mettre des EPI. Mais en fait, un bruit modéré et constant, par exemple dans un open space, c'est qui est mal insonorisé, ça va créer du stress. C'est aussi le cas pour des bruits soudains, avec des pics sonores imprévus. Donc, il faut faire attention, même en dessous du seuil de 85 décibels, un bruit peut être fatigant, stressant, et ça peut gêner la concentration. Et donc, à long terme, ce stress sonore peut contribuer aussi à des troubles de la santé. Donc, on est là pour vous aider à évaluer ces risques et mettre en place des actions de prévention. En fait, l'idée, c'est d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, utilisez-nous comme conseil dans l'entreprise pour des meilleures pratiques pour réduire les risques. On est aussi là pour faire des sensibilisations et des formations. Par exemple, s'il y a eu un AVC ou effectivement un malaise mortel, demandez-nous de venir et on va pouvoir former vos autres salariés aux signes d'alerte parce que ma collègue l'a expliqué, c'est rarement brutal. On a souvent des signes d'alerte. Une douleur thoracique, quelqu'un qui est un peu plus gris que d'habitude, vous le trouvez un petit peu plus essoufflé. Voilà. Et ne laissez pas passer à côté ces signes d'alerte. Envoyez-les chez le médecin du travail pour qu'il puisse l'examiner. Mais c'est aussi des fois l'occasion de faire une sensibilisation collective pour tout le monde, pour repérer ces signes d'alerte. Et après, effectivement, pour les règles hygiéno-diététiques, c'est toujours important de faire un rappel.
Donc voilà, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, hein, le stress, l'ergonomie, la chaleur, par exemple, c'est important, hein, parce qu'on revenait sur l'analyse des risques. La chaleur, je vois souvent des entreprises qui, par exemple, quand il y a de la pluie, vont mettre des tonnelles pour protéger leurs salariés de la pluie, mais vont pas penser à faire la même chose pour la chaleur. Or, la chaleur, on sait que c'est quelque chose qui va augmenter la fréquence cardiaque et qui va augmenter la fréquence cardiaque et euh, qui va augmenter la, je vois plus la présentation, qui va augmenter la fréquence cardiaque et voilà, excusez-moi, voilà, et augmenter le risque de faire un malaise. Dès que vous avez un doute pour un de vos salariés, envoyez-le voir le médecin du travail. Il faut faire attention aussi. Il y a des gens qui font des infarctus, par exemple, qui vont être pris en charge à l'hôpital. Et des fois, quand la prise en charge, elle était optimum, même quand il y a eu un malaise avec un arrêt cardiaque, ils sortent assez rapidement de l'hôpital. Et il y a des gens qui sont demandeurs de reprendre le travail assez rapidement avant même les 60 jours d'arrêt. Donc, il n'y a pas cette visite de reprise où on pourrait venir les voir. Donc, vous avez un doute, vous avez une information qu'ils ont été hospitalisés, envoyez-les nous. Et bien entendu, on peut vous aider à élaborer ou valider vos protocoles d'urgence. Donc, comme ma collègue vous l'a dit, hein, on a aussi là un vrai rôle pour le suivi post-incident et la gestion des conséquences, hein. Donc, bien entendu, suivre les travailleurs après un malaise grave. Pensez aussi à nous pour analyser les incidents et faire des rétex et retours d'expérience. On peut participer aux enquêtes internes, justement donner cette vision, cette double vision, sécurité et santé. On peut aussi orienter vos employés, hein, pour un soutien psychologique. On ne fait pas le soutien psychologique directement, mais on travaille avec des partenaires pour vous accompagner au mieux. En fait, le rôle de la santé au travail, c'est une amélioration continue des politiques de sécurité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci Claire. Oui, donc en conclusion, effectivement, après cette étude de l'INRS, on constate que les malaises mortels représentent quand même un peu plus de la moitié des accidents mortels au travail et que le profil type, c'est quand même un homme d'âge moyen, autour de 51 ans, avec une plus forte proportion de conducteurs poids lourds dans 20% des cas. Et que effectivement, ce sont des malaises mortels qui s'apparentent à des morts subites et dont les causes sont majoritairement cardiovasculaires et dont les facteurs de risque peuvent être en partie évités, à la fois professionnels et, et personnels. Donc, la prévention, c'est effectivement évaluer les risques pro pour pouvoir les diminuer, organiser les secours le mieux possible en entreprise et former les salariés aux gestes de premier secours et suivre l'état de santé des travailleurs à travers la médecine du travail pour alerter et traiter les maladies cardiovasculaires avant d'en arriver à un accident, à un malaise mortel. Voilà, je vous laisse effectivement à l'écran les ressources pour lire toute l'étude de l'INRS si vous le souhaitez et le site de l'assurance maladie qui est bien détaillé sur tout ce qui est risque cardiovasculaire, qui donne beaucoup d'infos pour le tout public pour aider à repérer les signes et puis à limiter les risques au niveau personnel autant que possible. Voilà. Je, Merci je laisse la beaucoup. parole à Mélanie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement des questions ou des personnes qui souhaitent intervenir, poser une question en particulier? N'hésitez pas à intervenir, c'est le bon moment si, pour interpeller nos médecins. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait une question sur le bruit, on y a répondu. Euh, Moi, j'ai éventuellement une question, si personne n'en a. Juste, on parlait de gestes de premier secours et d'ateliers ou de formation gestes de premier secours. S'il y a des entreprises qui souhaitent en organiser, comment ils peuvent faire, à qui ils s'adressent, comment nous on peut les aider, je sais pas. Est-ce qu'on peut donner un conseil à ce sujet-là? Alors, on ne fait pas de formation SST, donc c'est des organismes spécifiques. Par contre, on peut faire des sensibilisations aux gestes qui sauvent, hein, donc c'est pas une formation diplômante. Par contre, ça dure 2 heures, ça peut donner des informations. Et là, on a mis en place, parce que normalement, chaque employeur a l'obligation de proposer une formation aux gestes qui sauvent à leurs employés qui partent à la retraite. Et là, par exemple, Santé au travail vous accompagne. Ben, notre prochaine formation a lieu le 19 juin. Oui, donc ça, c'est quelque chose qu'on propose uniquement pour les retraités.
C'est ça. Pour les futurs Voilà. retraités, pardon. Pour les futurs retraités. Mais après, on peut faire des sensibilisations. On viendra avec le mannequin, montrer un défibrillateur. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que souvent, les gens ont une petite inquiétude, vu qu'ils l'ont jamais utilisé, et de l'avoir finalement une seule fois simulé, ben, ça enlèvera ce frein, et ce serait dommage. Donc oui, on peut venir sur cette petite sensibilisation, mais ce n'est pas le SST. Ok. Alors, entre-temps, on a eu une autre question. C'est quelle gestion avoir ou comment peut-on gérer une personne qui présente des signes et qui voudrait rentrer chez elle ou qui et si elle voudrait rentrer chez elle seule. Quel comportement on peut avoir? Alors, on ne laisse absolument pas cette personne rentrer seule. Vous avez une personne qui présente, mais ce qu'on a dit, qui est un peu grise, un peu essoufflée, qui présente une douleur thoracique. Vraiment, ce mouvement-là, hein, cette sensation de serrer au niveau de la poitrine, faut pas la laisser passer. Et bien là, vous devez appeler le 15. Vous aurez un interlocuteur, un médecin qui vous guidera, qui vous donnera des Mhm. informations. Voilà, vous, ben, des fois, il vous dira, ben, la personne peut rentrer seule. Voilà, ça dépend aussi de vos protocoles. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, on appelle le 15 et c'est le médecin qui décidera quelle est la meilleure solution. Et à 99%, il l'adressera à l'hôpital le plus proche. D'accord. Et si le SAMU ou les pompiers refusent d'envoyer une ambulance parce qu'ils estiment que les circonstances ne justifient pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on suit les conseils du médecin. Voilà. Après, on peut toujours, c'est personnel, hein, on peut aller aux urgences directement. Voilà. Ok. Non, mais Par savoir contre, si est-ce qu'il y a des bonnes pratiques par rapport à ça. alors, la bonne pratique, c'est de passer par le 15. Voilà. Ce qui est Ok. important aussi, c'est que le médecin régulateur du 15, il voudra toujours avoir au téléphone la victime. Après, parce Mhm. que c'est important d'avoir ce lien direct. Voilà. Et la plupart du temps, le médecin régulateur ne laissera pas les personnes rentrer seules. Ils demanderont qu'ils soient récupérés par quelqu'un. Voilà. D'accord. Ensuite, on nous demande est-ce qu'un DATI est suffisant pour détecter un malaise pour des travailleurs isolés? Ben, le DATI, c'est un outil utile, hein, mais c'est comme toujours, il doit être intégré dans une approche globale. Donc, des formations, des procédures d'alerte, la vérification régulière du matériel. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a mis un DATI que ça suffit pour être assuré. Voilà, parce que après, s'il y a pas la mise en place du protocole de secours derrière, ben, finalement, l'outil seul est pas suffisant. Très bien, merci beaucoup. Et ensuite, il y a une question, est-ce qu'il y a un quota de SST à avoir en entreprise? Eh bien ça, j'avoue que c'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse et je m'engage à chercher et à donner la réponse exacte. D'accord. Donc, Mhm. on répondra Et à voilà, la pour moi, il n'y personne a pas par un, mail. voilà, pour moi, il n'y a pas un quota fixe. On doit former des SST, voilà, mais on répondra à l'ensemble. D'accord. Ok, merci. Euh, Alors, j'ai encore une question. On entend souvent cette expression de compression thoracique. En pratique, comment cela se traduit-il? Et comment on fait la différence entre ce que certains peuvent ressentir comme une douleur au niveau des côtes nerveuses et cette douleur thoracique? Alors, je sais pas si, voilà, je vais montrer ma poitrine. Voilà. Le message vraiment à dire, c'est quand on dit la poitrine, c'est vraiment au milieu, comme ça. Voyez, si quelqu'un fait cette position-là, comme ça, voyez, c'est un infarctus à 98%. Voilà. C'est pas les côtes, vous voyez, c'est vraiment au milieu du thorax. Mhm. Ça peut irradier, hein, ça peut irradier au niveau du cou, ça peut dire dans les deux épaules. Hein, on pense toujours le bras gauche, mais ça peut irradier dans les deux épaules. Voilà. Donc c'est ça, en fait, l'oppression thoracique. Voilà. C'est pas la même chose et tout. Mais c'est pareil, quand on a un doute et qu'on trouve que quelqu'un est pas bien, il y a un médecin régulateur au niveau du 15 qui va pouvoir orienter et poser des questions parce qu'en fait, cette douleur, des fois, ça peut être d'autres symptômes, hein. Une embolie pulmonaire hein, peut provoquer des décès et l'embolie pulmonaire va pas du tout donner cette douleur comme ça. Hein. Donc, on a un doute, voilà, quelqu'un un peu gris et tout, il se passe pas bien, contactez un médecin. Ok, merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, n'hésitez pas hein, à consulter vos médecins, médecins généralistes, médecins du travail. Voilà, on est là pour vous accompagner, quoi qu'il se passe, sur ces questions-là aussi.
Alors, je crois qu'on n'a pas d'autres questions, qu'on est arrivé au bout de cette présentation. Et il est 11h40, donc c'est parfait, on a bien tenu le timing. Alors, sachez que ce webinaire sera en replay puisqu'il a été enregistré. On le mettra en ligne sur notre site internet, hein. Vous voyez au-dessus l'adresse de notre site santé au travail 68.fr. Voilà, vous l'avez à nouveau là. Et en tout cas, je tiens à vous remercier tous de votre présence. Alors, merci docteur Gasser et merci docteur Cam pour leur présentation et leur réponse aux questions qui étaient très claires et très complètes. Merci à vous. Merci. Merci. Et merci à vous tous, d'avoir été présents et de l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à voir le replay sur notre site internet. Je pense qu'il sera en ligne d'ici cet après-midi ou demain matin. Voilà, ce sera assez rapide. Et on mettra également le support de présentation en ligne. Voilà, si vous souhaitez le partager avec d'autres personnes ou l'avoir dans vos documents. Voilà, merci à tous de votre présence et puis excellente fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au Au revoir. revoir.